Je vous raconte cette histoire parce qu'il faut parfois comprendre comment les plus grands amours de votre vie, vos enfants et vos petits-enfants, ceux que vous avez élevés de vos propres mains, peuvent aussi devenir la source de votre douleur la plus profonde. Pour moi, cette douleur a commencé le jour où mon petit-fils Émile, devant les portes vitrées du groupe industriel pour lequel j'avais sacrifié toute une vie, m'a lancé un regard froid, indifférent, un regard qui disait presque « Tu n'as pas ta place ici, ce monde n'est pas le tien ». Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. On peut offrir à un petit-fils tout ce que l'argent peut acheter, mais jamais ce qu'il ne pourra jamais acheter, la conscience de ses origines. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en me repoussant ainsi, il ne rejetait pas seulement sa grand-mère, il écartait aussi la véritable propriétaire silencieuse et légitime du fauteuil immense sur lequel il s'asseyait avec tant de fierté. « 30 années s'étaient écoulées depuis le jour où j'avais encouragé mon fils, Karim, le père d'Émile, à créer ce petit atelier d'emballage. À l'époque, tout n'était qu'un rêve. Une minuscule machine à écrire, un petit prêt bancaire, et cette flamme immense et sincère qui brûlait en nous trois, en lui, en moi et en mon défunt mari Ismaël. Nous emballions chaque commande de nos propres mains, posant avec amour et sueur les premières pierres du groupe industriel qui allait devenir notre fierté familiale. Lorsque nous avons structuré l'entreprise, Ismaël et moi avons décidé de placer une grande partie du capital dans un fonds de garantie destiné à l'avenir de nos enfants et petits-enfants. La majorité des parts, ainsi qu'un siège permanent au conseil d'administration, devait rester enregistré à mon nom, sous forme d'actions privilégiées de classe A, qui ne pouvaient être mobilisées qu'avec ma signature. C'était notre verrou silencieux, la garantie que, si les choses venaient à mal tourner, ou si les valeurs morales venaient à se perdre, la voix du chef de famille serait toujours la dernière. Mais lorsque Karim, intelligent comme son père, mais déjà enivré par l'arrogance du succès précoce, confia la direction de l'entreprise en plein essor à Émile, je compris douloureusement que mon petit-fils ne se souciait plus ni de l'histoire de cette vieille machine à écrire, ni de la fonction silencieuse que j'avais remplie depuis toujours. Sous les lumières artificielles et éclatantes du siège du groupe, le jeune homme était devenu une ombre grossière, convaincu que le luxe qui l'entourait était un droit naturel. Depuis 1 an, des rumeurs parvenaient à mes oreilles. Les nouveaux investissements technologiques, dont j'avais du mal à retenir les noms, n'atteignaient pas les résultats espérés. Et pourtant, ni Karim ni Émile n'avaient jugé utile de m'informer, moi la plus ancienne associée, moi la véritable actionnaire majoritaire, comme si je n'étais plus qu'une figurine ancienne, une grand-mère décorative à qui l'on adresse un sourire lointain. Quand la secrétaire de Karim, la fille de mon ancienne assistante, me remit discrètement une invitation, je restai longtemps à fixer ce papier officiel et brillant. Il détaillait la réunion autour d'un accord de partenariat étranger censé définir l'avenir du groupe. Et pourtant, mon nom, celui de la propriétaire réelle, n'apparaissait ni sur la liste des invités, ni dans l'ordre du jour. Mon entreprise, mon honneur, l'héritage d'Ismaël était en train d'être démonté dans mon dos, pièce par pièce, et cette inquiétude sourde qui m'habitait se transforma peu à peu en une détermination glacée et irréversible. Je compris alors que je devais montrer à mon petit-fils
Non seulement qu'il se comportait comme un jeune homme insolent, mais qu'il était aussi en train de s'éloigner des valeurs éthiques. Cet accord mettait en péril la partie la plus ancienne et la plus solide de la société. Qu'Émile ait dissimulé cette opération non seulement à moi, mais aussi aux autres membres anciens du Conseil, n'était pas une simple incorrection, c'était une trahison impardonnable envers les principes de confiance et d'honnêteté sur lesquels notre entreprise avait été bâtie. À cet instant, je sentis que la force silencieuse que j'avais accumulée pendant des années ne pouvait plus être simplement un bouclier. Elle devait devenir une lame affûtée, levée contre l'arrogance et la témérité de mon petit-fils. Et même si son indifférence et son exclusion me blessaient profondément, je n'étais pas une femme qui s'effondrait sous la douleur. Au contraire, je compris que le moment d'agir était venu et que je devais prouver encore une fois que chacun des succès résonnant dans les murs de ce groupe avait toujours trouvé ses racines dans mon atelier, mes mains et ma force silencieuse. Le matin de cette réunion décisive, en quittant ma maison, je savais que la robe noire en soie que je portais ne m'apportait pas seulement une certaine élégance. Elle reflétait aussi la force et la détermination inébranlable de la femme qui avait fondé cette entreprise à partir de rien. C'était la déclaration silencieuse et définitive d'une femme qui ne demande la permission à personne, qui ne supplie jamais et qui vient reprendre la place qui lui revient. Lorsque le taxi s'approcha du gigantesque bâtiment du groupe industriel, je ressentis une pointe de tristesse en voyant comment cet immense édifice de verre et d'acier se dressait froid et étranger sur le rêve qui avait autrefois commencé dans un simple petit atelier. Une voix intérieure me souffla alors que cet endroit n'était plus le foyer chaleureux d'autrefois, mais une arène impitoyable où règnent l'argent et le pouvoir, où il n'y a plus de place pour des fans âgés chargés de souvenirs comme moi. Le regard de la jeune secrétaire, surprise et légèrement condescendante en me voyant entrer, me rappela une nouvelle fois que je n'étais pas là comme une visiteuse. J'étais celle dont l'autorité ne pouvait être remise en question. Celle qui, même sans badge autour du cou, portait l'âme, l'histoire et surtout l'avenir de cette entreprise. Les quelques secondes que je passais devant la lourde porte en bois de la salle de réunion me semblèrent les plus cruciales de ces 30 dernières années. Derrière cette porte, mon petit-fils Émile et les autres jouaient avec ma fortune sans même prononcer mon nom. Et en l'ouvrant, je ne faisais pas qu'assister à une réunion. Je venais leur rappeler avec toute la fermeté nécessaire que le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres, mais dans la propriété et le contrôle silencieux. Quand j'entrai dans la pièce, toutes les conversations s'interrompirent brusquement. Sur le visage d'Émile, je vis d'abord la surprise, puis cette colère insolente qui naît lorsque quelqu'un perd le contrôle. Pour lui, j'étais une tâche ancienne, inattendue, indésirable, qui venait souiller le tableau parfait de son univers professionnel. La manière précipitée et maladroite avec laquelle il tenta de reprendre le contrôle devant les partenaires étrangers fut pour moi la preuve la plus douloureuse de la distance qu'il avait mise entre nous. En s'avançant vers moi, je lus dans ses yeux ce mépris blessant, comme si j'étais une vieille dame égarée qui s'était trompée de salle et qu'il devait réparer ce malentendu au plus vite. Lorsqu'il me souffla d'une voix basse, mais menaçante, « Grand-mère, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est une réunion très importante. Sors, attends dehors, nous parlerons plus tard. »
La blessure qui s'ouvrit dans mon cœur se transforma en une déception brûlante et profonde. Je compris alors que, pour lui, je n'étais plus la femme qui avait soutenu son père, qui avait travaillé sans relâche pour bâtir cette entreprise, mais simplement une parente embarrassante, une ombre dont il voulait se débarrasser. Mais je n'étais pas là pour assister à une réunion. Je venais leur rappeler, à lui et à tous ceux présents, que chaque siège autour de la table, chaque dossier posé dessus, et la table elle-même, avait été financée par ma richesse silencieuse. Ma présence, ma propriété, ma puissance était le couteau invisible et tranchant qui venait se planter au cœur même de son arrogance et de son indifférence. Lorsqu'Émile tenta de me tirer par le bras pour me faire sortir, je ne prononçai que 2 mots, avec la voix de cette détermination silencieuse et de ce contrôle que j'avais cultivé toute ma vie. « Assieds-toi, Émile. » L'autorité inébranlable de mon ton engloutit d'un coup tout le bruit et toute l'arrogance de la salle. Même les partenaires étrangers durent comprendre, à cet instant précis, que cette vieille femme n'était pas le moindre des vents, mais le début d'une véritable tempête. L'expression qui traversa le visage d'Émile, un mélange de colère et d'une panique qu'il ne parvenait plus à masquer, prouvait qu'on ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Il se croyait si solidement installé au centre d'un immense pouvoir que l'idée même que sa grand-mère, la source réelle de tout cela depuis le premier jour, puisse constituer une menace, ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Lorsque je tirais une chaise et m'installais calmement au milieu de la table, juste à côté de sa fausse autorité, je n'occupais pas seulement un siège. Je ramenais à cette table la philosophie fondatrice de l'entreprise, son éthique et sa véritable propriété. Sa tentative brusque de me chasser n'avait été pour moi qu'une insignifiante irritation. Au lieu de m'excuser auprès des partenaires étrangers pour cette scène, je dis simplement d'un ton froid et professionnel « Messieurs, excusez-nous. Nous avons dû régler un léger désaccord familial concernant les responsabilités. Nous pouvons poursuivre. » Le timbre de ma voix leur fit comprendre sans équivoque que je n'étais pas une visiteuse, mais bien une actrice décisive dans l'avenir de leurs affaires. Le fait qu'Émile tremble de rage à mes côtés pendant toute la réunion n'était pas pour moi une victoire personnelle, c'était pour lui la preuve éclatante que l'empire d'orgueil qu'il croyait avoir construit reposait en réalité sur des fondations fragiles et que le véritable pouvoir était toujours demeuré dans la génération silencieuse et ancienne. Tandis qu'il aurait voulu que je quitte la salle, je lui montrais en restant assise que je comptais écouter chaque détail de cet accord. Lorsque commença la présentation des partenaires étrangers, je concentrai toute mon attention sur les termes du contrat dans lequel Émile avait plongé avec une imprudence effrayante. Plus j'écoutais, plus je comprenais mes inquiétudes étaient fondées. Cet investissement technologique était un pari dangereux sur le capital essentiel du groupe et menaçait sa durabilité à long terme. L'ambition de la jeunesse avait piétiné la prudence de l'expérience. Au moment le plus critique de la présentation, je levai la main et, d'une voix calme mais tranchante, demandai « Je souhaite savoir comment cet investissement affectera les fonds de garantie des actionnaires actuels de classe A et quelles garanties protègent ces réserves ?» Un silence lourd s'abattit sur la salle, non seulement à cause du jargon financier, mais parce que chacun comprit le sous-entendu. Je détenais la majorité réelle. Le visage d'Émile devint soudain livide. Il se pencha vers les partenaires étrangers et murmura affolé « Grand-mère, ce n'est pas nécessaire de discuter ces détails maintenant. » Sa réaction prouva tout. Il m'avait délibérément caché cet accord. Il connaissait les risques et il savait à quel point cela menaçait la moralité et la stabilité financière du groupe. À cet instant,
je compris que derrière son arrogance, il n'y avait pas seulement une erreur professionnelle, il y avait une dérive dangereuse, un égarement moral et une témérité qui l'aveuglait complètement. Le fait que le partenaire étranger se mette à bégayer devant ma question financière, si directe, si cruciale, et qu'il évite soigneusement le regard d'Émile, me prouva que cet accord n'était pas seulement dangereux sur le plan économique, mais aussi que mon petit-fils avait largement dépassé ses prérogatives. À cet instant précis, chacun autour de cette table comprit que je n'étais pas une simple grand-mère, mais la véritable maîtresse des leviers financiers les plus secrets et les plus essentiels de l'entreprise. D'un geste calme, je sortis de mon sac l'ancien document jauni que j'avais signé des décennies auparavant avec mon défunt époux Ismaël. La preuve incontestable que le contrôle des actions privilégiées de classe A reposait entre mes mains. Ce papier, imprégné de l'odeur de 30 années de machine à écrire et de sueur, n'appartenait pas à cette salle luxueuse. Et pourtant, il en dominait toute l'atmosphère. Le choc profond et l'ombre de trahison qui traversèrent le visage d'Émile me révélèrent aussitôt que même son père, Karim, ne lui avait jamais expliqué l'étendue de l'autorité silencieuse que je possédais. Il n'avait jamais compris les limites réelles de son pouvoir et il découvrait maintenant que le trône sur lequel il avait si longtemps siégé avec arrogance avait toujours reposé sur mon socle. Je me tournai vers les partenaires étrangers et déclarai froidement : cet accord constitue une menace irresponsable pour les fonds de garantie du groupe et je dois vous informer que ces réserves ne peuvent être mobilisées sans ma signature. Ce n'était pas une menace, c'était un fait financier. Et à cet instant, la tour de papier qu'Émile avait bâtie avec ambition commença à vaciller sous le poids d'une seule phrase. Le regard que je posais sur lui devant ces étrangers n'était pas celui de la déception ordinaire. C'était la douleur écrasante de constater à quel point l'amour inconditionnel que j'avais toujours eu pour lui avait été empoisonné par sa propre arrogance et par sa dérive morale. Je me penchai légèrement vers lui et murmurai : « Quand tu m'as repoussé à cette porte, Émile, tu n'as pas seulement écarté le bras de ta grand-mère, tu as rejeté la première machine à écrire de cette entreprise, le premier camion, la première goutte de sueur. Et le prix de cela sera bien plus lourd que ma signature. Ce sera ton orgueil. » Je vis dans ses yeux l'éclair fugace d'une peur justifiée. Les partenaires étrangers saisirent immédiatement leur téléphone pour appeler leurs avocats. Cela ne signifiait qu'une chose. L'accord était annulé sur le champ, de manière définitive. Le silence qui suivit fut la preuve la plus implacable qu'un seul geste de ma part venait de réduire en poussière des mois de plans et des millions d'espérances. Lorsque je me levai et quittai la salle, laissant derrière moi ces projets brisés, cette arrogance détruite et ce chaos financier, je ne ressentis pas de vengeance ni satisfaction personnelle. C'était une opération nécessaire pour sauver l'avenir de l'entreprise. Ce jour-là, je prouvai à mon petit-fils que le vrai propriétaire d'un empire, quels que soient les titres affichés, est toujours celui qui reste fidèle à l'honnêteté
et aux racines qui l'ont construit. En quittant le hall du groupe industriel, je vis dans les yeux de la jeune secrétaire, celle qui m'avait discrètement averti du déroulement de la réunion, non seulement de la surprise, mais aussi une admiration secrète, un soutien silencieux. Comprendre qu'au cœur même de la corruption corporative, il existait encore une génération fidèle à l'honnêteté et aux racines, m'apporta une paix douce et inattendue. À peine monté dans la voiture, j'appelai mon fils Karim. La panique et la précipitation dans sa voix me révélèrent immédiatement qu'il avait déjà appris l'audace d'Émile, qui avait tenté de me chasser, et la rupture soudaine de l'accord. « Karim, lui dis-je calmement, sans ta signature ni la mienne, aucun grand mouvement ne peut être fait dans cette entreprise. Le titre que tu as donné à ton fils est devenu plus grand que les leçons que tu aurais dû lui enseigner. » J'entendis distinctement la culpabilité dans son silence. Son effort pour défendre Émile, pour excuser sa jeunesse, son ambition, ne signifiait rien pour moi. Moi aussi j'étais jeune, Karim, mais je n'ai jamais joué avec la fortune de ton père, ni avec la mienne. La chose la plus importante que tu aurais dû lui enseigner, c'est que l'argent n'est qu'un outil et que l'honneur transmis par la famille est toujours le plus grand capital. L'humiliation que j'avais subie en étant repoussée n'était pas pour moi une simple offense personnelle. C'était le combat d'une mère et d'une dirigeante pour restaurer des valeurs perdues et une boussole morale déréglée. Mon action était nécessaire pour leur rappeler la vérité fondamentale de notre entreprise et de notre famille, que tout avait commencé autrefois par un rêve de sincérité et d'amour. Quand je rentrais chez moi et que la tension de cette grande réunion s'évapora peu à peu de mes épaules, je pris entre mes mains une vieille photo d'Ismaël. Ah, s'il avait été là, s'il n'avait pas eu à voir ce tableau amer fait de jeunesse arrogante et de valeurs oubliées. Nous nous étions jurés en fondant l'entreprise que jamais l'argent ne prendrait le dessus sur la famille ou sur l'honnêteté. Le sourire d'Ismaël sur cette photographie me rappelait que l'âme véritable du groupe n'était pas née de portes vitrées ni de contrats à plusieurs millions, mais de ce rêve commun, dans ce petit atelier où tout avait commencé. Il disait toujours que l'argent n'était qu'un moyen et que la vraie richesse, c'était la réputation et l'amour familial. Et je compris alors que je devais transmettre cette philosophie à mon petit-fils, fût-ce de la manière la plus douloureuse. Ce soir-là, j'ignorais les multiples appels de Karim et le message insolent d'Émile. « Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ?» Leur agitation du moment ne m'intéressait pas. Ce qui comptait, c'était la réflexion profonde que cette épreuve ferait naître en eux avec le temps. Je ne m'étais pas contentée de récupérer leur argent, j'avais aussi annulé la fausse leçon que le pouvoir commençait à leur enseigner. Et désormais, ils devaient absorber la véritable. Le sceau du conseil posé dans ma paume avait le poids d'une responsabilité et d'une garantie. Il était la preuve silencieuse que je n'étais pas seulement une actionnaire, mais la gardienne de la boussole morale de la famille. La tentative brutale d'Émile pour me mettre dehors n'avait pas été une question d'orgueil pour moi, mais une nécessité, celle de sauver la destinée de notre entreprise familiale avant qu'elle ne soit détruite par son propre héritier. Le lendemain matin, en me réveillant, je ne ressentis pas le chaos de la veille, mais une paix profonde, froide, une paix que je n'avais pas connue depuis très longtemps. En regardant les informations financières à la télévision et en observant les fluctuations des actions du groupe, je savais que les conséquences d'un acte juste avaient toujours plus de poids que des pertes économiques temporaires. Ce tremblement était nécessaire pour reconstruire l'entreprise sur des fondations plus solides.
lorsque l'on frappa à la porte et que mon fils Karim entra, le visage épuisé, gagné par la panique. Il cria « Maman, qu'as-tu fait ? Les partenaires étrangers ont complètement annulé l'accord, les actions chutent !» Je lui répondis simplement « Assieds-toi, Karim. Prenons une tasse de thé. » Son agitation confirmait la justesse de ma décision. Il jeta les dossiers sur la table et avoua. « Émile a fait une énorme erreur. Il t'a provoqué. Mais jamais nous n'aurions imaginé que tu prendrais une décision aussi radicale. » Je le regardai droit dans les yeux et dis « Ce que tu n'as pas réussi à enseigner à ton fils, j'ai dû le lui enseigner moi-même, Karim. La parole d'un dirigeant ne vient pas de son titre, mais du capital qu'il contrôle et de la moralité qu'il incarne. » Puis j'ajoutai « Bois ton thé et explique-moi honnêtement les risques réels de cet accord et tous les détails qu'Émile t'a cachés. » À cet instant précis, Karim comprit que je n'avais pas seulement défendu l'honneur d'une grand-mère, mais que j'avais remis sur la table le pacte fondamental de notre famille et de notre entreprise, celui de l'honnêteté. Il n'y avait plus rien à cacher. Quand il avoua qu'Émile, abusant du pouvoir colossal légué par son père, avait utilisé comme garantie les biens immobiliers les plus anciens et les plus sûrs du groupe, ceux bâtis par la sueur d'Ismaël et destinés à protéger l'avenir de toute notre famille, je ressentis une douleur plus vive encore. Mon petit-fils ne jouait pas seulement avec mon argent, il mettait en péril les fondations mêmes que son grand-père avait construites. « Arrête, Karim, dis-je. Ne m'explique pas comment tu as pu laisser courir un risque pareil, ni comment tu as pu oublier que je suis l'actionnaire majoritaire. Dis-moi plutôt, comment Émile est devenu si arrogant? À quel moment as-tu cessé de lui enseigner qu'un pouvoir trop grand peut éloigner un homme de l'honnêteté? Car pour moi, le véritable problème n'était pas l'argent, c'était la corruption du caractère. Je pris la main de mon fils et déclarai « Je suis ta mère, Karim. Jamais je ne nuirai ni à toi ni à Émile. Mais je suis aussi la première dirigeante de cette entreprise. Et un dirigeant doit, aussi douloureux que ce soit, amputer l'organe malade avant qu'il ne contamine tout le reste. Ce que j'ai fait n'a pas seulement annulé l'accord, cela a retiré à Émile le pouvoir incontrôlable qui était en train de le détruire. Puis j'ajoutai « Maintenant va, parle à ton fils et dis-lui que ses responsabilités au sein de l'entreprise sont suspendues temporairement, jusqu'à ce qu'il assume ses conséquences de ses actes. C'est la seule façon de lui apprendre la loi et le respect. » À cet instant précis, Karim comprit enfin que j'étais prête à tout, absolument tout, pour sauver l'entreprise et la famille de la destruction que elle et son fils étaient sur le point d'engendrer. Lorsque Karim quitta la maison, il ne laissa pas seulement derrière lui un dossier et une série de décisions difficiles. Il abandonna aussi la possibilité fragile, mais bien réelle, que la relation brisée entre père et fils puisse enfin être reconstruite grâce à la fermeté de ma décision. Car je savais qu'Émile apprendrait cette leçon non pas de moi, mais de la seule personne dont il respectait encore profondément la voix, son père. Aussitôt après, j'appelai notre avocat, celui qui gérait les affaires juridiques du groupe et qui avait autrefois été un ami proche d'Ismaël. Je lui exposai les actes imprudents d'Émile et les démarches légales nécessaires pour préserver l'avenir de l'entreprise. Cette affaire ne pouvait plus rester un drame familial chargé d'émotions. Elle devait devenir un processus juridique, froid, méthodique, destiné à restaurer la structure du groupe. L'avocat confirma que, face à un abus de délégation aussi grave, j'avais, en tant qu'actionnaire privilégié,
le droit absolu de geler entièrement les pouvoirs d'Émile. Pour moi, ce n'était pas seulement une opération financière, mais une preuve juridique de l'irrespect profond de ce jeune homme arrogant envers l'héritage de son père et de son grand-père. Ce soir-là, sous l'autorité formelle de Karim, mais de ma propre main, je préparai l'ordre du jour d'une réunion d'urgence du Conseil. Un seul point figurait à l'agenda. Annulation des engagements financiers risqués conclus sans l'accord de l'actionnaire de classe A et protection des fonds de garantie du groupe. C'était la manière la plus claire de rappeler à Émile et à ceux qui avaient suivi sa folie qui était la véritable autorité et ce que signifiait réellement l'éthique d'entreprise. Le lendemain, en franchissant de nouveau les portes du groupe industriel, accompagné de mon avocat et de mon fils Karim, dont le visage portait encore la marque d'un profond remords, je n'étais plus la vieille parente que l'on avait humiliée la veille, j'étais celle qui venait rétablir l'ordre. L'inclination respectueuse de la jeune secrétaire dans le hall fut la preuve silencieuse que la scène arrogante de la veille appartenait désormais au passé. Lorsque nous pénétrâmes dans le luxueux bureau d'Émile, nous le trouvâmes assis seul, le visage sombre et figé, entre stupeur et appréhension. Karim lui avait raconté ce qui s'était réellement passé, et ma seconde arrivée n'était pas pour lui un avertissement, c'était une réalité juridique qui tombait comme un couperet. À cet instant, Émile comprit enfin que le pouvoir de sa grand-mère n'était pas seulement financier, mais aussi institutionnel et inscrit dans la loi. Quand Karim lut d'une voix tremblante le document officiel du Conseil, portant à la fois le poids de son rôle de père et celui de dirigeant, je vis dans les yeux d'Émile un éclat fugace de colère. Mais cet éclat se trancha aussitôt en une désespérance totale. Ce bureau luxueux, que la veille encore il considérait comme son trône, n'était plus qu'une salle froide où il devait faire face aux conséquences de sa propre arrogance. Je ne prononçai pas un mot. Je posais simplement mon regard sur le portrait d'Ismaël accroché derrière lui au mur. Ce tableau semblait à cet instant précis le fixer en silence et lui dire « Cette entreprise est un héritage, pas un casino ». Mon silence fut son châtiment le plus sévère, car plus que de décevoir sa grand-mère, Émile redoutait une seule chose, voir la déception dans les yeux de son grand-père. Lorsque je pris place à la tête de la table, lors de la réunion du conseil, je ne ressentis aucune de la froideur ni de l'étrangeté qui avait autrefois habité cette salle. Au contraire, c'était là ma place naturelle, celle de la fondatrice venue d'un simple atelier, celle de la véritable patronne. Le respect mêlé de prudence, que je lisais dans les regards des autres membres, me montrait que mes gestes fermes et rapides n'avaient pas seulement évité un scandale financier, ils avaient ravivé la mémoire institutionnelle et l'éthique même de l'entreprise. Je demandai à mon avocat de lire, avec une clarté juridique implacable, les risques que présentait l'accord signé par Émile. Chaque mot, chaque terme financier tombait dans la pièce comme une preuve tranchante de la catastrophe que l'imprudence de mon petit-fils aurait pu provoquer. À ce moment précis, chacun comprit que mes actions n'étaient pas une vengeance personnelle, mais une nécessité corporative. Je me tournai vers les membres du conseil et déclarai « Je suis la fondatrice de cette entreprise. Je suis la tête de cette famille et je ne livrerai jamais l'avenir de l'une ou de l'autre aux mains de l'orgueil et de l'arrogance. Cette décision entraînera la suspension des pouvoirs d'Émile.
mais elle protégera aussi notre groupe de risques similaires dans l'avenir. » Lorsque la décision fut votée à l'unanimité, je vis dans le visage de Karim une peine profonde, la punition la plus douloureuse pour une mère. Mais je savais que cette leçon sévère était nécessaire, autant pour Émile que pour son père. Le pouvoir et l'argent n'ont de sens que lorsqu'ils sont accompagnés de responsabilités. Ce jour-là, une grand-mère donna à son petit-fils la leçon la plus exigeante et la plus importante de sa vie. Dans mon esprit, j'imaginais Émile dans son bureau, lisant cette décision du conseil, submergé par une détresse et un sentiment de défaite que je pouvais presque toucher du doigt. Mais ce qui comptait pour moi n'était pas qu'il perde son poste, c'était que son orgueil et son pouvoir incontrôlé soient enfin freinés par la loi et par l'autorité de la famille. Cette leçon était plus précieuse que la plus grande perte financière qu'il aurait pu connaître dans sa carrière. Elle lui enseignerait que la vie n'est pas un jeu d'argent. En signant le procès-verbal de la réunion, ma main ne trembla pas. Je savais que ma dure décision venait uniquement de l'amour et de l'instinct de protéger. J'avais empêché mon petit-fils d'être écrasé sous la tour d'arrogance qu'il avait lui-même bâtie. Comme une mère administrant le remède le plus amer, j'avais fait ce qui devait être fait. Je remis à Karim une courte lettre manuscrite destinée à Émile. Dans cette lettre, j'avais écrit « La vie ne commence pas lorsque tu es chassé d'une réunion, mais lorsque tu apprends de tes erreurs. » C'était ma dernière leçon, à la fois en tant que grand-mère et en tant que mentor. Je savais combien elle le blessait, mais aussi combien elle le renforcerait un jour. Lorsque je quittais le bâtiment du groupe industriel pour la dernière fois, l'agitation et le chaos derrière les portes vitrées ne me concernaient plus. Ma mission était accomplie. J'avais recalibré la boussole morale et financière de cette entreprise et de ma famille. Ce jour-là, pour moi, ce ne fut pas un adieu, mais l'annonce silencieuse d'un nouveau départ, plus juste, plus honnête. Et dans les semaines qui suivirent cette immense crise, une paix que je croyais perdue depuis longtemps revint doucement en moi. En m'occupant des fleurs de mon jardin, je compris, tout comme au sein du groupe industriel, qu'il est parfois nécessaire de couper les branches qui ont trop poussé et s'étalent sans mesure, afin de permettre une croissance nouvelle, saine et durable, car la vie ne se résume pas à diriger une entreprise. Un soir, on frappa à ma porte. En l'ouvrant, je vis mon petit-fils Émile, la tête baissée, le visage marqué de remords, accompagné de son père Karim. Pour moi, ce fut un instant précieux, bien plus que le jour où je l'avais expulsé de son bureau. Ce n'était pas ce geste brutal qui représentait ma victoire, mais le fait qu'il se tienne désormais devant moi, contraint de regarder les conséquences de sa propre arrogance. Là, à cet instant précis, son véritable apprentissage commençait. Émile leva les yeux vers moi et murmura « Grand-mère, je sais que je t'ai profondément manqué de respect. J'ai oublié ton rôle réel dans cette entreprise, ta force et surtout la sueur que tu as versée pour moi.
Tu ne t'es pas contenté de me chasser de cette réunion, tu m'as donné une leçon de vie. » À ces mots, la glace qui entourait mon cœur commença lentement à fondre. Je lui tendis une tasse de thé. « Je te pardonne l'irrespect que tu m'as montré, Émile, mais n'oublie jamais l'irresponsabilité et la perte d'honnêteté que tu as manifestée envers cette entreprise que ton grand-père et moi avons bâtie. Un patron tire sa force non de son titre, mais de son caractère et des valeurs qu'il protège. » Je sentis alors que la tension entre nous se dissipait, laissant place à un début nouveau plus sincère. Et lorsqu'il me présenta plusieurs excuses encore pour son attitude brutale, je compris qu'il ne s'agissait plus seulement des remords d'un petit-fils, mais de la preuve que l'honneur et le respect hérités de la famille pouvaient encore triompher de l'orgueil engendré par l'argent. Sa carapace d'arrogance était enfin fissurée, et je revoyais le jeune homme honnête qu'il avait toujours été, tapi sous les illusions du pouvoir. Karim prit alors la parole, le regard chargé d'une honte silencieuse. « Maman, tu avais raison. J'ai donné à Émile un titre immense, un pouvoir immense, mais je ne lui ai pas enseigné la responsabilité qui va avec. Ton geste radical a sauvé mon fils et a sauvé l'entreprise. » Ces mots effacèrent la douleur du moment où j'avais été humilié la veille. Pour la première fois, je sentis une blessure profonde commencer enfin à guérir. Je sortis alors une vieille photo jaunie. Émile, encore enfant, assis dans mes bras dans le petit atelier d'Ismaël, là où tout avait vraiment commencé. « Regarde, Émile, » lui dis-je doucement, « cette entreprise n'est pas née autour de tables de réunion luxueuses, mais ici, dans cet atelier, avec de l'amour et du travail. Ce que tu as oublié, ce n'étaient pas les détails de cet accord, mais l'âme de cette photo. » Puis j'ajoutais, « Maintenant, va, relis la décision du conseil, mais cette fois pas comme un acte de défaite, comme la seconde chance qui t'est donnée. Cette entreprise représente ton avenir, mais seulement si tu la diriges avec l'honnêteté et l'humilité que ton grand-père lui a insufflées. » Émile acquiesça, les yeux embués de larmes, mais remplis d'une résolution nouvelle. Le retour d'Émile au sein du groupe ne fut pas, pour moi, celui d'un vaincu, mais l'arrivée d'un nouveau dirigeant, porteur d'une nouvelle philosophie. Il n'était plus le jeune homme arrogant qui descendait de sa voiture de luxe, mais un gestionnaire humble et responsable, marqué à jamais par la leçon sévère, mais juste, que sa grand-mère lui avait donnée. La première décision que nous prîmes au conseil fut de suspendre temporairement ses pouvoirs et de lui imposer un programme de mentorat et de formation qui l'obligerait à travailler dans tous les services de l'entreprise, en commençant par l'échelon le plus bas. Car ce n'était pas dans un bureau luxueux qu'il apprendrait les valeurs fondatrices du groupe, mais au cœur même des ateliers où son grand-père Ismaël avait bâti les premières pierres de l'entreprise. Lors des discussions avec les partenaires étrangers, je leur expliquais clairement que l'annulation de l'accord n'était pas un geste impulsif, mais la conséquence directe d'un abus de pouvoir d'Émile et d'une violation flagrante des valeurs éthiques du groupe. Pour moi, cette annulation n'était pas qu'un acte financier, c'était une protection de la réputation de l'entreprise. Ce jour-là, tout le monde comprit que notre groupe attachait beaucoup plus d'importance à la morale qu'à l'argent. Plus tard, assise dans mon jardin, près de la photo d'Ismaël, je ressentis une paix profonde, silencieuse, celle que seule une mère et une grand-mère peuvent éprouver après avoir pris des décisions difficiles par amour
et par devoir de faire ce qui est juste. Ce jour-là, je n'avais pas simplement expulsé mon petit-fils d'une réunion, je l'avais sauvé, lui et le groupe, de leur propre effondrement. Quand Émile commença à travailler dans les ateliers, aux côtés des ouvriers, au niveau le plus humble de la chaîne, ce fut pour moi un véritable moment de renaissance. Il n'était plus l'homme imbu assis dans un bureau de PDG, mais un travailleur redécouvrant la valeur de l'effort, de la sueur et du labeur honnête. C'était là la plus grande héritage que je pouvais lui transmettre. Ces jours-là, je retrouvais une lettre ancienne qu'Émile m'avait écrite enfant. « Quand je serai grand, je veux être un patron comme grand-père. » Et je compris alors que son arrogance n'avait été qu'une illusion, un voile qui s'était posé sur l'enfant honnête et volontaire qu'il avait toujours été. Ma leçon n'avait fait que déchirer ce voile. Un soir, autour de la table du dîner, Karim me dit doucement « Maman, Émile a changé. Il est plus humble, plus respectueux. Et surtout, il a retrouvé la philosophie de son grand-père. Ton geste radical l'a ramené sur la bonne voie. » Ces mots refermèrent enfin la blessure la plus profonde de mon cœur. Pour la prochaine réunion du conseil, je préparais moi-même l'ordre du jour et j'y ajoutais de nouveau, cette fois avec une fierté paisible, le nom d'Émile, sous le titre « Membre du conseil réintégré ». Ses pouvoirs resteraient encore temporairement limités, mais désormais, il revenait comme un leader plus fort, plus mûr, plus lucide. Et la leçon de vie que je lui avais donnée avait enfin porté ses fruits. Quand Émile revint à la réunion du conseil, l'homme qui franchit la porte n'était plus le jeune arrogant que j'avais un jour expulsé de cette même salle. C'était un dirigeant transformé par ses erreurs, porteur d'une vision nouvelle, un homme qui avait enfin compris que la valeur ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en vie humaine, en travail, en dignité. Pour moi, c'était la réparation silencieuse de toute la honte et de toute la douleur que j'avais ressentie ce fameux jour. À la fin de la séance, Émile se tourna vers moi et dit, d'une voix plus posée qu'autrefois, « Grand-mère, merci de m'avoir offert cette seconde chance, mais surtout, merci de m'avoir appris qu'un PDG n'est pas seulement là pour faire du profit, il est là pour protéger une boussole morale. » En l'entendant, je sentis mon cœur se remplir d'une paix profonde. Je regardai les membres du conseil et leur dis « Les erreurs de mon fils et de mon petit-fils nous ont rappelé une chose. Notre philosophie n'a jamais été fondée uniquement sur la réussite financière. Désormais, nous avancerons avec une gouvernance plus honnête, plus solide et plus éthique. » Ce jour-là, en apposant ma signature au bas de la résolution du Conseil, je ne faisais pas qu'avaliser une décision administrative. Je scellais le retour à des valeurs que notre famille et notre entreprise avaient un temps perdu de vue. Ce jour-là, j'enseignais à mon petit-fils, de la manière la plus rude mais la plus juste, qui était la véritable patronne de cette maison. Plus tard, Émile m'emmena jusqu'à la plaque commémorative installée à l'endroit même où Ismaël avait fait sortir de terre son premier atelier. Ce fut pour moi le sommet de la paix et de la restauration. Sur cette plaque, il n'y avait pas seulement le nom de mon mari, on y lisait aussi la phrase qui résumait toute notre vie de travail. L'honneur du travail et la force de l'honnêteté. Émile se tourna vers moi et dit « Grand-mère, quand tu m'as fait sortir de cette réunion, je n'ai pas seulement perdu l'honneur d'un PDG, j'ai retrouvé la philosophie de mon grand-père et la tienne. Et cela vaut pour moi plus que n'importe quel bénéfice ou n'importe quel titre. »
Sa sincérité attendrit encore une fois mon cœur. Je pris sa main et murmurai « La vie ne s'arrête pas quand on est chassé d'une réunion, mon garçon. La vie recommence quand on apprend de ses erreurs et qu'on revient à ses racines. À partir de maintenant, tu n'es plus seulement un PDG, tu es le gardien du patrimoine d'honnêteté de ton grand-père et du mien. » Ce jour-là, je lui cédai mon siège au conseil, ainsi que le prochain rôle qui m'aurait appartenu en tant qu'actionnaire privilégié. Désormais, je resterai en retrait, veillant à distance, prêt à intervenir seulement lorsque cela serait nécessaire, une sorte de matrice silencieuse, enracinée dans les murs même de l'entreprise. Et ce jour-là, j'appris à mon petit-fils une dernière vérité, que le pouvoir n'est pas un titre, mais une responsabilité, un mandat sacré qu'on a le droit de porter que lorsqu'on en comprend pleinement le poids. Dans les jours qui suivirent cette grande crise, je connus quelques-uns des moments les plus paisibles et les plus significatifs de toute ma vie. En feuilletant de vieux albums de photos, je revis le petit atelier qu'Ismaël et moi avions créé autrefois. Pour moi, ce n'était jamais été seulement un lieu de travail, mais une véritable forteresse, celle de ma famille et de ma morale. Avec le recul, ce moment brutal où l'on m'avait mise à la porte d'une réunion se transforma dans mon esprit en l'instant le plus libérateur de mon existence. Aujourd'hui, assise dans mon jardin avec une tasse de thé, je sais désormais que le véritable patron, quels que soient les titres qu'on lui attribue, est toujours celui qui protège son intégrité et son honnêteté. L'instant d'arrogance de mon petit-fils n'a jamais été pour moi une question d'ego. C'était la nécessité absolue de sauver l'avenir de ma famille et de l'entreprise. Un jour, je reçus un message d'Émile. « Grand-mère, après la réunion du conseil aujourd'hui, je suis allée voir l'ancien atelier de grand-père, et là, j'ai vraiment ressenti au fond de mon cœur ta philosophie et la sienne. » En lisant ces mots, je compris que la leçon que je lui avais imposée n'était pas une simple opération financière, mais une transmission de valeurs entre générations. N'oubliez jamais ceci, l'amour et l'honnêteté sont la plus grande richesse dont une famille puisse disposer. Et parfois, il faut enseigner les leçons les plus importantes aux personnes que l'on aime le plus, par des moyens douloureux. Mais au bout du compte, cette leçon leur permet, et vous permet à vous aussi, de découvrir qui est vraiment aux commandes. Le coucher de soleil ce soir-là ne marquait pas seulement la fin d'une journée, il mettait un point doux et apaisé à la leçon la plus difficile de toute ma vie. Lorsque j'ai chassé mon petit-fils de cette réunion, je ne l'ai pas précipité dans le vide, je l'ai arraché à sa propre ruine, loin de l'obscurité de son orgueil. Et cela, pour moi, valait plus que tous les titres et tous les succès financiers du monde. Dans la lettre que je lui avais laissée, je ne lui avais pas seulement appris comment se comporter en patron, mais aussi comment rester un être humain. La vie ne se résume pas à commettre des erreurs, elle consiste à en tirer des leçons et à revenir aux racines qui nous ont construits. Ce jour-là, j'ai montré à mon petit-fils qui était le véritable patron et que la force profonde de ce groupe industriel résidait toujours dans mon amour silencieux et dans mon honnêteté. N'oubliez pas, l'orgueil est le pire ennemi de l'homme et parfois, briser l'orgueil de ceux que l'on aime est le plus grand acte d'amour que l'on puisse leur offrir. Ce jour-là, je n'étais plus Madame Leila, la femme qu'on avait osé expulser d'une réunion, mais la matriarche qui avait réajusté la boussole morale de sa famille et de son entreprise. Mon histoire s'arrête ici, mais celle de mon petit-fils et de notre groupe, elle, continue. Porté par la leçon dure mais juste que je lui ai donnée, vers un nouveau départ, plus sincère, plus honnête, plus plein d'espoir. Et pour cela,
toutes les douleurs et toutes les déceptions en valaient la peine.